Bonjour. C'est magnifique. Tout d'abord, comme Patrick vous l'a dit, donc je tiens à m'excuser de ne pas être là physiquement avec vous, d'autant plus que c'est toujours un grand plaisir de présenter ce top des publications de l'année avec Patrick tous les ans. C'est une espèce de petite routine qu'on s'était mise depuis quelques années. Bon, mais je suis sûr que l'an prochain, on remettra ça. En tout cas, merci beaucoup Patrick de modérer tout ça. Alors, l'environnement et les Mickey, c'est un sujet de grande actualité et qui me passionne beaucoup. Alors, je vais vous présenter. Donc, la première étude qui a été publiée dans Gut en début d'année nous dit la prise en charge des maladies chroniques est holistique avec un besoin de changement personnalisé. Donc, c'est clair que la grande nouveauté, c'est que maintenant, si on veut avoir une rémission complète, il faut avoir une prise en charge holistique qui vient de holos, le tout, et qu'il faut envisager des stratégies de traitement multimodales plus personnalisées dans toutes les composantes qui traitent bien sûr non seulement le dérangement immunologique, mais aussi le microbiote, l'environnement et l'exposome, c'est-à-dire la part de pathogénèse dans les Mickey, l'inflammation de bas grade, donc la nutrition, l'activité physique, la pollution, le sommeil et bien sûr le psychisme humain. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative qui associe la médecine conventionnelle médicamenteuse et des interventions non médicamenteuses. Il faut mettre cette stratégie en place très précocement dans la maladie, avec bien sûr une prise en charge physique dans des centres comme celui qu'a développé Patrick à Pasteur, et puis digital comme on a pu le développer avec DocLivy. On pense que ça pourrait permettre une diminution des escalades thérapeutiques, du risque d'échec, peut-être un peu plus de désescalade et des stratégies différentes d'induction. Alors, la première étude de la DW à ce propos de l'environnement, c'est l'intelligence artificielle. Ben oui, est-ce qu'un objet connecté qui analyse le sommeil peut-il prédire une poussée? Vous voyez, un objet connecté qui analyse le sommeil chez des 100 Mickey suivis pendant un an, c'est quoi les résultats? Eh ben, en cas de poussée, on voit qu'il y a plus de réveils nocturnes, moins de sommeil paradoxal et moins de sommeil profond. La vitesse de la marche ralentit et il y a une fréquence respiratoire qui augmente. Ce qui est très intéressant, c'est que dans de nombreux cas, le capteur a identifié une poussée de la maladie au moins 20 jours avant les signes cliniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on sait qu'il faut qu'on analyse plus la qualité du sommeil dans les Mickey, que c'est un facteur très important. Et puis peut-être que à partir du moment où le trouble du sommeil apparaît avant la poussée, on pourrait agir plus tôt quand on détecte un trouble du sommeil en dosant la calprotectine pour voir s'il y a une inflammation qui apparaît infraclinique, et puis peut-être être aussi devant un trouble du sommeil asymptomatique un peu plus proactif sur ce fameux exposome et avoir une stratégie nutritionnelle de gestion du stress un peu plus intensive. Alors, manger plus de fibres prévient-il la poussée de Mickey? On sait que l'augmentation de la consommation de fibres dans la population prévient les Mickey, mais est-ce que cette augmentation de la consommation prévient aussi l'activité en cas de Mickey déclaré et donc de poussée? Donc il y a eu une étude thaïlandaise qui a été présentée à la DW où ils ont proposé aux gens d'augmenter leur ration de fibres de 25% par rapport à leur consommation de base, avec un suivi diététique à S0, S6 et tous les 3 mois pendant un an. Alors qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez que la survie sans poussée, eh ben, elle est faible chez les populations en vert qui ont augmenté leur consommation de fibres de 25%, et par contre, elle est plus importante de façon significative chez les patients qui ont une consommation de fibres stable ou alors même en baisse. Donc qu'est-ce qu'on retient? Ben oui, il faut favoriser une alimentation riche en fibres pour nos patients pour diminuer l'activité de la maladie. Et le deuxième élément qu'on constate, et qu'on constate dans beaucoup d'observatoires sur ce sujet, c'est que quand vous donnez un conseil pour modifier un comportement, ce conseil n'est suivi d'un changement de comportement que dans 30% des cas. Vous donnez un médicament, c'est 80% d'observance. Vous voulez changer un comportement, pourtant vous vous donnez les moyens avec des consultations diététiques et ainsi de suite, et bien ce changement de comportement a lieu que dans 30% des cas. Donc il faut vraiment mettre la patate pour changer les comportements, c'est très difficile et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir démontré l'efficacité de toutes ces stratégies comportementales.
Alors, on va parler maintenant d'un sujet intéressant qui est la récidive post-opératoire et les complications post-opératoires. C'est quoi la problématique? C'est qu'en fait, on ne sait toujours pas s'il faut prévenir la récidive post-opératoire d'emblée de la maladie de Crohn dans ce groupe de patients qui a un seul facteur de risque. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que chez ceux qui n'ont pas de facteur de risque, on peut attendre et voir. On sait que chez ceux chez qui on craint vraiment une récidive, qui ont plusieurs facteurs de risque, il faut traiter d'emblée. Mais dans le groupe à risque moyen, la question n'est pas résolue. Et vous voyez dans cette étude italienne, 61 patients traités préventivement versus 134 non traités, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative quand il s'agit de score de Rutgers supérieur à I2A ou de score endoscopique sévère I4 entre les traitements préventifs d'emblée et les patients qui n'avaient pas eu de traitement préventif dans le bilan effectué à 6 mois. Donc la question, elle reste non résolue dans ce groupe à risque moyen d'un traitement préventif d'emblée et que finalement, quand on n'a pas cette fameuse crainte avec multiples facteurs de risque et que là on traite d'emblée, et là on peut attendre et voir avec une calpro à 3 mois et une endoscopie à 6 mois. Il y a une deuxième étude qui a été présentée à l'UEGW avec cette même question, qui était des maladies de Crohn après une résection iléocolique droite. C'était une étude multicentrique, celle-là européenne, et vous voyez qu'on a exactement la confirmation de l'étude italienne, c'est-à-dire que, certes, de façon globale, quand on regarde la récidive endoscopique à 6 mois, la stratégie proactive, il y a un peu plus de récidive que la stratégie réactive, mais quand on regarde la récidive endoscopique supérieure à I2A et la récidive endoscopique sévère, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre un traitement préventif d'emblée et une stratégie réactive. Donc, ce qu'on peut se dire comme question, c'est que si on attend et qu'on voit, et qu'on fait la calpro à 3 mois et l'endoscopie à 6 mois, est-ce qu'il ne faut pas quand même faire quelque chose et donc être un peu proactif dans la prise en charge de toujours ces facteurs environnementaux et notamment le tabac, les fibres et le stress et les émotions. Et ensuite, un point intéressant, c'est que dans ces études, c'est toutes les molécules qui sont mélangées et donc on a besoin d'études par classe thérapeutique. Et là, on a une réponse. Une étude Reprevio qui évalue la prévention de la récidive post-opératoire dans la maladie de Crohn concernant le vedolizumab. Donc, c'était présenté à la DW et ça compare de façon randomisée l'efficacité du vedolizumab par rapport au placebo. Donc, le traitement a été débuté dans les 4 semaines suivant la résection iléocolique avec anastomose et la coloscopie de réévaluation était réalisée à 6 mois comme habituellement. Les patients inclus avaient au moins un facteur de récidive post-opératoire. Et donc, il y avait 35 patients placebo, 41 patients dans le groupe vedolizumab. Un malade sur 2 avait été exposé préalablement à un anti-TNF. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le schéma était d'emblée, c'est important de noter ça, c'était d'emblée un schéma d'entretien, donc avec un S0 dans les 4 semaines après la résection iléocolique, et ensuite c'était toutes les 8 semaines, donc S8, S16, S24. Donc un traitement purement d'entretien, pas d'induction. Alors quels sont les résultats de Reprevio? Vous voyez qu'à 6 mois à gauche, sous vedolizumab, beaucoup de patients sont I0, alors que très peu de patients sont I0 dans le groupe placebo. À l'inverse, de l'autre côté, les I4, beaucoup de patients sont I4 sous placebo, très peu de patients sous vedolizumab. Après, quand on regarde les critères secondaires qui nous intéressent en pratique, on voit que le groupe de faible risque post-opératoire, I0, I2A, I1, eh bien, 77% sont dans ce groupe sous vedolizumab versus 38% sous placebo. Donc, on a 77% des patients sous vedolizumab qui ont atteint la cible de faible de risque post-opératoire.
À l'inverse, quand on regarde le risque important, I2B, I3, I4, eh ben, 23% sous vedolizumab et 62% sous placebo. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 25%, un malade sur quatre qu'on a mis sous vedolizumab, chez qui il va falloir changer de molécule à 6 mois. Donc en conclusion, clairement, cette étude apporte la démonstration que le vedolizumab, toutes les 8 semaines d'emblée en entretien, à partir de 4 semaines après la chirurgie, est plus efficace que le placebo pour réduire l'incidence et la sévérité de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn à 6 mois. On retrouve cette particularité du vedolizumab dans sa maladie de Crohn, dont l'efficacité doit être est personnalisée. Et vous voyez que la récidive post-opératoire est probablement une très bonne indication du vedolizumab dans la maladie de Crohn, probablement parce que là aussi, c'est une faible activité endoscopique de la maladie et c'est là que le médicament marche le mieux. Ensuite, autre étude, quel est l'impact des biothérapies sur le récidive de complications post-opératoires précoces dans le premier mois de la maladie de Crohn, après chirurgie? Donc résultat, ECHO 2023, une grosse étude du JETED, 1200 patients qui ont eu une résection intestinale, et puis on regarde le taux de complications précoces en fonction de chaque molécule qui a été introduite, soit précocement, soit dans les 3 mois, soit dans les 6 mois. Et on évalue la molécule par rapport aux gens qui n'ont pas cette molécule. Et qu'est-ce qu'on constate? Que quelles que soient les molécules, que ce soit l'ustekinumab, le vedolizumab ou les anti-TNF, eh ben, il n'y a pas de sur-risque de complications post-opératoires précoces dans le premier mois. Une autre question, la question de la désescalade thérapeutique. Alors, on se pose la question tous les ans, je vous en parle tous les ans. Et donc là, cette étude CURE qu'on attendait, du JETED, qui a été présentée aussi récemment à l'UEGW. Alors, c'est un peu l'équivalent de l'étude STORY, enfin ce petit groupe de STORY où on voyait que quand on arrêtait les anti-TNF, il y avait un patient sur 2 qui récidivait. Ben là, ils se sont mis, donc 200 patients, ils se sont mis dans les meilleures conditions où là, on espérait pouvoir changer l'histoire naturelle de la maladie. Des maladies précoces, donc c'était des maladies de Crohn de moins de 4 mois. On met de l'adalimumab et dans le groupe qui est dans les meilleures conditions de l'arrêt, c'est-à-dire rémission profonde, c'est-à-dire rémission clinique, calpro inférieur à 250 et la rémission endoscopique, et bien là on arrête l'adalimumab et on voit ce qui se passe. 2 données qui ressortent de cette étude, c'est que 1, le taux de rémission profonde à 1 an d'adalimumab est de 30%. C'est encore décevant, mais on le sait. C'est les mêmes résultats que l'étude CALM. Donc, on atteint la cible STRIDE de rémission profonde que chez 30% des patients après induction et entretien par adalimumab. Donc, il faut faire autre chose. Est-ce que d'autres molécules vont faire mieux? Est-ce que c'est des combios? Est-ce que c'est d'avoir une prise en charge, comme on l'a dit, holistique en mélangeant des critères nutritionnels? Voilà. Donc, en tout cas, il faut qu'on s'améliore. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous voyez que quand on arrête le traitement, dans ce groupe avec les meilleurs facteurs de chance de ne pas récidiver, et ben malgré cela, il y en a 1 sur 2 qui récidive au bout d'1 an. Donc c'est un peu décevant et ça nous pousserait à continuer le traitement, en tout cas à dire au patient que même s'il a atteint les meilleurs critères, et ben, il a 1 chance sur 2 de récidiver. Et là aussi, je pense qu'il y a des études intéressantes à faire pour savoir si, quand on arrête les traitements, est-ce qu'il y a moins de récidive de la maladie quand on traite les facteurs de risque environnementaux, quand vous avez une stratégie très proactive sur la nutrition, la gestion du stress et l'activité physique, est-ce que ça limiterait le taux de récidive? Donc, c'est des données qu'on n'a pas, mais qui sont très intéressantes à étudier dans l'avenir. Alors, ensuite, je voulais vous parler de la colite grave, parce qu'il y a une étude intéressante qui a été présentée à l'UEGW, c'est l'étude active. La problématique, c'est que autant dans la colite réfractaire, bon, on va tous aux anti-TNF et à la combothérapie, autant quand la maladie est corticosensible, eh bien,
les attitudes sont très diverses entre ceux qui mettent des 5-ASA, de l'azatioprine ou des biothérapies et surtout les anti-TNF. Donc, la problématique, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en cas de colite aiguë grave corticosensible. Donc, c'est cette étude active où ils ont fait une étude randomisée avec deux bras, un bras classique azatioprine, comme Sonic, et l'autre bras infliximab en combothérapie. Et vous voyez que les résultats sont tout à fait parlants, puisque il y a une baisse de 30 points d'échec du traitement au bout d'un an avec la combothérapie. Donc ça, clairement, ça nous pousse à être beaucoup plus proactifs en entretien dans les colites aiguës graves corticosensibles. Et donc, ça valide l'indication dans ce cas de figure de la combothérapie infliximab versus de l'ASA tout seul, qu'il faudrait des études pour d'autres biothérapies, comme notamment le vedolizumab et puis l'Ustec et les anti-L23. Alors, vous voyez où on veut en venir, c'est que finalement, maintenant, que vous ayez une colite aiguë grave corticosensible ou cortico-résistante, réfractaire, eh ben, c'est la combothérapie d'emblée, infliximab ASA. Donc, ça veut dire que quand il y a une colite aiguë grave qui arrive dans le service, eh ben, on lui fait le bilan pré-thérapeutique infliximab et on le débute dès qu'on peut. Alors Patrick, maintenant tu vas nous parler de ce qu'on attend tous, c'est que les nouvelles molécules et les séquences thérapeutiques en 2024, est-ce que ça va changer? On l'a vu avec l'étude Q, hein, clairement, on manque de molécules efficaces. Donc qu'est-ce que tu nous proposes? On t'écoute. Je prends la suite de Guillaume. Alors, dans cette présentation virtuelle, on a réorganisé un peu nos diapositives, mais je vais aller vite puisque finalement, Xavier vous a déjà présenté pas mal des diapositives qu'on voulait montrer. Et ce qui a été la révolution, effectivement, à la fin de ce congrès de l'UEGW, ça a été la présentation de cette étude face-face qui est séquence. Vous savez que quand on fait des études, en gastro, enfin dans toutes les disciplines, soit on a des études en réseau, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent, soit on a des études rétrospectives, puis on a quelques études face-face. Des face-face, on n'en a pas beaucoup, puisque finalement, on n'a eu que Varsity qui comparait l'ADA avec le vedolizumab dans la RCH. On a eu CView qui était l'ADA avec l'Ustec dans la maladie de Crohn. Et là, c'est la troisième étude face-face qu'on a, qui est IL-23, Risan versus ustekinumab en seconde ligne de biothérapie dans un échec d'anti-TNF. Je ne reviens pas sur le design, il vous l'a présenté tout à l'heure, hein. Voilà. Les résultats, ça nous montre effectivement, comme vous l'avez expliqué, qu'il y avait le design était un peu complexe parce que la première partie, c'était une étude de non-infériorité sur la rémission et que si c'était atteint, on pouvait passer à la deuxième partie pour évaluer la rémission endoscopique. Et vous voyez que donc, dans la première partie, c'est le Risanki avait un delta assez significatif et n'était pas non inférieur à l'ustekinumab et que en termes de rémission à la semaine 48, je ne vois pas très bien avec mes lunettes, c'est vrai que c'est 48. On était avec une supériorité significative pour le risankizumab. Donc, ce qui va bien sûr modifier nos stratégies. Et quand on regarde les critères secondaires, comme il vous l'a montré tout à l'heure, effectivement, pareil, on était avec une supériorité dans tous les secteurs, que ce soit dans la réponse endoscopique, la rémission endoscopique sans corticoïdes et la rémission clinique sans corticoïdes. Donc, je passe vite. Si on s'intéresse maintenant aux études, aux essais rétrospectifs, il y en a deux. Il y a l'essai Vénus qui a été présenté par Mathurin Fumery, qui est un essai rétrospectif dans la RCH qui comparait l'Usteg versus vedolizumab dans les échecs des patients en échec d'anti-TNF. Donc là, l'objectif, c'était de comparer l'efficacité. Et donc, il y avait un score de propension. Vous voyez que quand on regarde la rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 16, on n'avait pas de différence significative entre les deux, hein, entre l'Ustec ici en rouge ou le Vedo en vert. Mais par contre, si on s'intéressait aux patients qui avaient 3 lignes, exposés à 3 lignes de biothérapie, on voyait que là, il y avait une différence significative en termes de rémission clinique. Et donc, on voyait qu'il allait mieux privilégier l'ustekinumab que le vedolizumab, hein, quand il y avait plusieurs lignes de biothérapie, ce qui confirme que le Vedo, il faut peut-être le faire un peu plus au début dans sa stratégie. Et puis, par contre, si on s'intéressait à la rémission endoscopique, on voit que là, que l'ustekinumab était bien au-dessus, de façon significative, bien au-dessus du vedolizumab. Donc, plutôt quand même en faveur, comme dans les méta-analyses, en échec d'anti-TNF, c'était plutôt l'Ustec que le Vedo en général.
Si on regarde l'essai de Taurus, qui lui comparait dans la même situation en échec d'anti-TNF le tofacitinib à l'ustekinumab, vous savez que dans les méta-analyses de Network, les dernières mettaient les deux médicaments à peu près au même niveau et conseillaient de les utiliser dans les échecs d'anti-TNF dans la RCH. Si on regarde cet essai Taurus rétrospectif, pareil, avec un score de propension, on voit que le critère primaire, c'était les patients en rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 16. On voit qu'il n'y a pas de différence significative prononcée. Pareil, là aussi, dans la situation où il y avait un échec primaire, voilà, où il y avait, pardon, hop, j'ai la mauvaise, voilà, je vais utiliser la flèche. Pareil, là, quand il y avait un échec à plus de 3 biologiques, on voit juste là l'intérêt peut-être de prescrire plus un anti-JAK que l'ustekinumab. Mais autrement, dans le reste, il n'y a pas de différence significative. Et pareil, en rémission endoscopique et histologique, on n'avait pas de différence significative. Donc plutôt une efficacité qui pourrait être un peu plus équivalente, sauf chez les patients qui avaient plusieurs échecs thérapeutiques antérieurs, où il faudrait peut-être favoriser davantage le tofacitinib. Si on regarde les nouvelles molécules dans les Mickey, c'est un petit diagramme un peu ancien, mais qui résume un peu tout ce qui est dérivé dans les Mickey, vous voyez qu'il y a beaucoup de molécules. Là, c'est les dernières qu'on attend, qu'on vous a un peu présenté entre hier et aujourd'hui, c'est Xavier qui vous a présenté tout ça. Et puis on attend le Guzel, les Trazimod, le Zanimod, je pense que c'est un peu plus discuté maintenant. Si on regarde le mirikizumab, je passe vite parce qu'il vous a présenté les résultats. Donc il y avait deux essais Lucent 1 et Lucent 2 qui montraient effectivement une réponse clinique à la semaine 12 donc pour cet anti-L23 dans la RCH. Et puis également une rémission clinique et endoscopique aux semaines 52 de façon tout à fait significative avec des beaux deltas. Je vous ai mis ça parce que c'était pour présenter cette étude qui a été montrée à l'UIGW, qui était l'intérêt d'une induction prolongée. C'est une analyse post-hoc de cet essai. Alors c'est toujours discutable l'analyse post-hoc, mais le message qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, là ils ont voulu tester chez des patients qui avaient une induction classique à 12 semaines, si chez ces non-répondeurs, si on prolongeait de 12 semaines supplémentaires l'induction, donc faire 24 semaines au total, si on avait des répondeurs, et on voit qu'on a quand même, on retrouve une réponse clinique chez presque la moitié des patients, avec une rémission clinique qui reste quand même modeste, mais bon, des choses assez soutenues quand même à 52 semaines. Chez les répondeurs cliniques, on arrive à avoir quand même 72% de réponses cliniques après à 52 semaines. Donc ça montre que dans certaines situations où on est bloqué, peut-être qu'il faut prolonger les inductions quand on n'a pas d'autres solutions. Ça peut être intéressant de prolonger cette induction. Si on regarde l'impact des traitements antérieurs sur l'efficacité du mirikizumab, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Xavier. Donc je vais vite. Vous voyez qu'effectivement, il y a un petit impact quand même chez des patients. Alors on voit que ça marche quand même, voilà, chez les patients, parce que la situation, on voit le prescrire chez un anti-TNF, on voit qu'il y a toujours des différences significatives, mais néanmoins, il y a une diminution un petit peu d'efficacité, mais les différences restent toujours significatives par rapport au placebo, que ce soit dans la réponse clinique ou la rémission clinique. C'est ce que vous a présenté Xavier tout à l'heure. Si on regarde ensuite le guselkumab, ça c'est un essai qui a été présenté à l'UEGW également en induction dans la RCH. C'est que le gusel, voilà, il va être dans la maladie de Crohn, mais aussi dans la RCH. C'est un essai randomisé donc d'induction. Et ben ça vous montre que en termes à la semaine 12 que en termes de rémission clinique, il y a des choses tout à fait significatives et dans la réponse clinique également, avec de beaux deltas, avec des améliorations endoscopiques. Donc voilà, c'est un médicament qui reste probablement intéressant dans cette situation et qui serait intéressant avec voilà, des chiffres assez comparables. Hein, voilà, on est à peu près dans les mêmes chiffres que ce qu'on voit avec le MIRI en termes de réponse là, à l'issue de l'induction. Enfin, si on regarde l'UPA, donc c'est dans la même idée que tout à l'heure, dans la RCH, l'upadacitinib, cet anti-JAK en induction prolongée. Vous voyez pareil que chez des patients qui ont fait une induction classique à la semaine 12 et qui n'ont pas répondu, si on prolonge cette induction, 12 semaines supplémentaires, pas à 45 mg, mais à 30 mg. Donc on prolonge, mais à 30, parce que vous savez qu'à 45, c'est une forte dose et il y a parfois quand même des effets secondaires à cette forte dose. Donc s'ils prolongent de 12 semaines supplémentaires, mais à la dose de 30, eh bien, ils ont quand même eu une efficacité, chez quand même une réponse chez la moitié des patients. Donc voilà, pareil, l'idée c'est de se dire que dans des situations effectivement compliquées où les patients ne répondent pas et on est un peu dans les bouts de traitement, peut-être que de prolonger l'induction, ça peut être intéressant parce qu'on récupère parfois une réponse chez la moitié des patients.
Et pour finir, là, c'était un impact des traitements antérieurs sur l'efficacité de l'étrasimode dans les RCH. C'était vous parler de ces nouvelles molécules qui vont arriver. C'est des données d'analyse post-hoc issues des 2 essais de Elevate 52 et 12. Où là, on a regardé, alors c'est une analyse post-hoc aussi, pareil, c'est toujours discutable parce qu'il n'y a pas assez de patients. Mais si on regarde les patients qui ont été exposés néanmoins déjà à des traitements de biothérapie par rapport à ceux qui étaient naïfs, on voit que effectivement ça fonctionne, mais que ça quand même impacte un peu le résultat. Mais on a l'impression quand même dans celui-là, ça a été intéressant quand on regarde ici, que malgré tout, voilà, c'est les patients naïfs et ceux exposés, on a quand même toujours des deltas extrêmement intéressants. Donc on a le sentiment peut-être que voilà, que les patients ont une biothérapie des antijact, ça a l'impact, mais on a toujours une différence significative. Donc ces médicaments-là auront probablement leur place dans cette situation. En tout cas, auront encore une efficacité quand ils seront en troisième ou quatrième ligne. Et je crois que c'était la fin. Et comme ça, je l'ai Je vite. tenais à pour mettre... remercier particulièrement C'est mon avatar Takeda pour qui le récupère la soutien à cette session et aussi Takeda qui soutient Doclivy, cette application dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, J'ai oublié qui parlait. qui propose de la médecine intégrative, donc de la prise en charge holistique dans le domaine de la nutrition, de la régulation du stress et de l'activité physique dans les Mickey. Et ils soutiennent cette application dans leur programme Acteurs de ma Mickey. Donc vous pouvez donner des accès gratuits à vos patients à cette application, soit par le QR code avec des flyers qui sont distribués par la visite médicale, ou tout simplement en allant sur le site acteursdemamiki.doclivy.fr. Je vous remercie pour votre attention. Je te laisse Patrick et à l'année prochaine pour le top des publications 2024. Voilà, merci à tous. J'avais oublié que Guillaume allait parler derrière la fin. Donc, je vous souhaite un bon appétit parce qu'on était un peu en retard. Je remercie Thierry pour ces 2 années de présidence. Je souhaite à Isaac le meilleur. Je sais qu'il est bien entouré par Jerry et Corinne. Voilà, donc bon courage pour la continuation. Voilà, tu prends le sac à dos et à l'année prochaine.